Quand on pense à la vitamine C, on pense tout de suite au système immunitaire, au fameux rhume de l'hiver, n'est-ce pas? Mais en fait, son rôle le plus critique, et peut-être le moins connu, se joue bien plus haut dans notre cerveau. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment ce nutriment essentiel façonne littéralement nos pensées et nos actions. Alors la question centrale qu'on va se poser est simple. La vitamine C, c'est le carburant de nos pensées ou c'est plutôt l'étincelle qui déclenche nos actions? C'est le petit mystère qu'on va tenter de percer. Bon, et là, attention, c'est un point super important. La plupart des animaux sur cette planète fabriquent leur propre vitamine C. Mais pas nous. Une vieille mutation génétique, il y a des lustres, nous a retiré cette capacité. Et ça change tout. Ça veut dire qu'on dépend à 100% de notre alimentation pour obtenir cet élément vital, ce qui rend la compréhension de son rôle encore plus crucial. Allez, commençons par le premier volet de notre question, le côté pensée. Pour comprendre comment la vitamine C influence notre cognition, le plus simple, c'est encore de suivre sa piste, de voir où elle se concentre le plus dans notre corps. Et la réponse, vous allez voir, est assez bluffante. Regardez-moi ces chiffres. C'est pas juste un peu plus, c'est un décalage énorme. Le cerveau ne se contente pas de recevoir passivement la vitamine C qui passe par là. Non, il l'aspire, il la stocke activement jusqu'à atteindre des niveaux plus de 100 fois supérieurs à ceux qu'on trouve dans le sang. C'est un véritable trésor pour nos neurones. La grande question, c'est pourquoi un tel acharnement ? Cet effort d'accumulation, justement, ce n'est pas du tout un hasard. Il y a un mécanisme de transport très spécifique, une sorte de service VIP, on pourrait dire, qui explique comment le cerveau réussit à maintenir cet approvisionnement exclusif. Et le secret, le voilà, ce transporteur, au nom un peu barbare, le SVCT2, il faut l'imaginer comme un videur ultra sélectif à l'entrée d'une boîte de nuit très privée, qui sont nos neurones. Sa seule mission, c'est de faire rentrer la vitamine C. Et il travaille d'arrache-pied pour ça. Il la pompe à l'intérieur, même si la cellule en est déjà pleine à craquer. C'est la preuve ultime que le cerveau se bat, littéralement, pour avoir sa dose. Passons maintenant à l'autre côté de la médaille. On a exploré le côté penser. Mais qu'en est-il de l'autre partie de notre question, le côté agir? Quel est son rôle là-dedans? Alors là, on touche à un processus biochimique qui est juste fondamental. D'un côté, on a la dopamine, c'est la molécule de la motivation, du j'ai envie de. De l'autre, la noradrénaline, c'est la molécule de l'action, du allez, on y va. Et bien pour passer de l'un à l'autre, il faut une conversion chimique. Et devinez ce qui sert de catalyseur, d'étincelle indispensable, c'est la vitamine C. Sans elle, pas de passage à l'acte. La chaîne est tout simplement rompue. Et cette molécule, la noradrénaline, elle est cruciale. C'est elle qui gère notre état d'éveil, notre vigilance, notre capacité à prendre des décisions rapides. En gros, c'est elle qui nous permet d'être réactifs face au monde. Donc, en étant l'étincelle qui permet sa fabrication, la vitamine C se retrouve au cœur même de notre capacité à agir. Ok, on a vu l'action. Mais revenons un instant à la pensée. Parce qu'agir, c'est bien, mais si le hardware, si notre infrastructure cérébrale n'est pas en bon état, nos réflexions ne seront jamais claires. Et c'est là qu'on découvre l'autre rôle majeur de la vitamine C, celui de protecteur, de gardien du temple. Il faut imaginer le cerveau comme une usine qui tourne à plein régime, 24 heures sur 24. Ça consomme une énergie folle et forcément, ça produit énormément de déchets métaboliques. C'est ce qu'on appelle le stress oxydatif. C'est un peu comme une rouille, en fait, qui viendrait ronger petit à petit les composants si délicats de nos neurones. Sans une bonne protection, le système finit par se dégrader. Et c'est là que notre vitamine C entre en scène en mode garde du corps. Non seulement elle neutralise directement les menaces, ces fameux radicaux libres, mais en plus, et c'est très malin de sa part, elle aide les autres systèmes de défense à se régénérer. Elle protège l'intégrité physique de nos neurones, qui sont au final la base matérielle de notre mémoire et de notre pensée. Ce rôle de gardien est donc absolument fondamental. Alors, la question qui fâche, que se passe-t-il quand le garde du corps n'est plus là, quand l'approvisionnement en vitamine C est trop bas? Eh bien, les enjeux sont bien plus élevés qu'on ne l'imagine et le problème est loin d'être anecdotique. Ce chiffre est assez surprenant, avouons-le. 10 à 15%. Attention, on ne parle pas ici du scorbut des marins du XVIIIe siècle, la carence extrême. Non, on parle d'un niveau juste insuffisant, une hypovitaminose C, qui touche une part non négligeable de la population adulte, même dans les pays développés. Et les conséquences de cette insuffisance sont graves et peuvent durer toute une vie. Ça commence dès le développement du cerveau in utero, où une carence chez la mère peut laisser des séquelles irréversibles. Et ça continue bien plus tard, au cours du vieillissement, où un faible taux est associé à un déclin cognitif accéléré et même à un risque accru de maladies neurodégénératives. Cette citation d'une étude scientifique clé est particulièrement frappante. Elle nous dit que l'impact d'une carence n'est pas juste un petit problème temporaire. Non, ça altère de manière persistante le développement du cerveau.
Ça laisse une empreinte durable sur des structures aussi critiques que l'hippocampe, le siège même de notre mémoire. Bon, si les mécanismes biologiques sont si clairs et les risques si élevés, on pourrait se dire, facile, il suffit de donner des suppléments de vitamine C à tout le monde et le problème est réglé. Sauf que la réalité, comme souvent en science, est un peu plus nuancée que ça. C'est là qu'on tombe sur le grand paradoxe de la recherche. D'un côté, en laboratoire, sur des cellules ou des animaux, les bénéfices sont évidents, nets, indiscutables. Mais dès qu'on passe à des essais cliniques sur de larges populations humaines, eh bien les résultats deviennent de flous et parfois même contradictoires. Alors pourquoi ce grand écart ? En fait, plusieurs facteurs peuvent expliquer ce décalage. Les études sur les humains sont incroyablement complexes à mener et c'est très difficile d'isoler l'effet d'une seule vitamine dans le brouhaha de notre alimentation. Et puis, il y a un point de bon sens. Si on donne un supplément à quelqu'un qui a déjà des niveaux de vitamine C suffisants, eh bien, logiquement, il ne se passera rien de spécial. Ça ne remet pas en cause l'importance fondamentale de la vitamine C, mais ça complique énormément la preuve de ses bienfaits à grande échelle. Alors pour en revenir à notre question du début, penser ou agir? La réponse, on l'a bien vu, c'est qu'il est impossible de choisir. La vitamine C, les deux à la fois. C'est le gardien qui protège l'infrastructure de notre pensée, et c'est l'étincelle qui déclenche l'action. La science fondamentale est limpide. Le véritable défi aujourd'hui, ce n'est plus de savoir si elle est importante, mais de trouver le meilleur moyen de s'assurer que notre cerveau, cet organe si précieux, ne manque jamais de son nutriment le plus essentiel.